Alors, pour être en droit d'affirmer l'existence d'un courant cinématographique ou tout au moins d'une mouvance, il faut généralement être en mesure de repérer certains traits communs à un ensemble de films. Mais qu'est-ce qui relie en propre les films du renouveau du cinéma québécois? Dans une intéressante table ronde sur le sujet publiée dans la revue Nouvelle Vue, plusieurs hypothèses ont été évoquées à cet égard. Or, en raison de l'hétérogénéité du corpus en question, il y a lieu de se demander si l'un des airs de famille qui relie les films du renouveau n'est pas très précisément l'accident de voiture ou de camion, repérable notamment dans Camion de Raphaël Ouellette, Le vendeur de Sébastien Pilote, Joe pour Jonathan de Maxime Giroux, Curling de Denis Côté, En terre inconnue de Stéphane Lafleur, Les signes vitaux de Sophie Doras et Momie de Xavier Dolan. Mais comment un air de famille en apparence si contingent, pour ne pas dire si accidentel, peut-il permettre de souder ensemble ces films et d'autres? C'est la question que je me propose d'aborder ici dans l'intention de souligner que la contingence, comme l'indique le philosophe Quentin Meillassoux dans Après la finitude, essai sur la nécessité de la contingence, peut devenir par moments autre chose qu'un simple accident de l'histoire. Alors parce que l'objet du présent colloque correspond au camion et non pas plus largement à la voiture, et parce que d'autres participants s'intéressent déjà au film Camion de Raphaël Ouellette, j'axerai ici ma brève analyse sur un autre film où il est question à la fois d'accident et de camion, Le vendeur de Sébastien Pilote. Bref résumé, en région éloignée, un homme aux portes de la retraite travaille chez un concessionnaire automobile. Le vendeur étoile, il se mérite plusieurs années de suite le titre d'employé du mois et garde pour lui ses secrets de vente. Le plus souvent seul dans son bureau, il consigne des réflexions personnelles sur enregistreur dans l'espoir de ne pas perdre la main et de s'ajuster toujours davantage à ses clients. L'une des ventes qu'il a réalisées est particulièrement marquante, tandis qu'un ouvrier dont l'emploi est menacé peine à joindre les deux bouts. Le vendeur l'incite volontiers à se faire plaisir et à se procurer une camionnette de l'année. Au départ réticent à faire cette dépense, l'homme finit par succomber au charme du camion et se procure le véhicule. Mais la réalité économique a tôt fait de le rattraper et, au moment où il constate son faux pas, l'homme tente de s'enlever la vie. Alors, observant enfin que ces techniques de vente ne font pas que des heureux, le vendeur, pourtant attaché à son travail de vente de camions et de voitures, s'interroge sur les bienfaits de son entreprise. Comme s'il s'éveillait enfin à une évidence, ou comme s'il faisait taire sa mauvaise foi, il avoue, devant les policiers qui l'interrogent, n'être ni un parent ni un ami du client qui a tenté de se suicider. Il se présente comme un simple vendeur, ni plus ni moins. Dans un texte à la fois audacieux et nuancé, Jean-Pierre Sirois-Trahan est revenu sur cette scène. Il suggère que le vendeur vire en film à thèse qui sursignifie et clôt le sens par la diffusion appuyée d'un message rebattu, pour ne pas dire banal, c'est-à-dire le capitalisme nous manipule, il crée des besoins inutiles et nous pousse à l'achat d'objets dont on n'a pas besoin. À la lumière de cette réflexion, on comprend que le camion est envisagé en partie dans le vendeur comme un symbole de dépenses inutiles, massif pour rien, imposant en vain. Il est acheté sur un coup de tête et sous l'impulsion d'un effort plus ou moins hypocrite de vente. Le camion devient alors un synonyme de parure, voire l'expression d'une certaine virilité, comme on disait, d'autant plus stérile qu'elle mène à la tentative de suicide de son propriétaire. Or, me semble-t-il, au-delà de cette idée, je ne prétends pas réfuter, mais que j'aimerais compléter, or, me semble-t-il, au-delà de cette idée, il est possible d'entrevoir dans le vendeur une toute autre conception des véhicules qui n'est pas sans rapport avec la philosophie du réaliste spéculatif Quentin Meillassoux. De toutes les thèses qui sont défendues par Meillassoux, l'une des plus notables est celle selon laquelle la réalité est en soi contingente. Qu'est-ce que la contingence? Eh bien, en un mot, c'est l'absence de toute loi de la nature, autant les lois relevées en sciences, comme la gravité, que les lois relevées en ontologie, comme la loi du devenir qu'on rencontre notamment chez Bergson et Deleuze. Meillassoux fait de l'absence de nécessité des lois une vérité absolue, un savoir valable indépendamment du sujet dans le monde extramental. Pour lui, il y a nécessité de la contingence, ou plutôt, l'unique nécessité est celle de la contingence, de sorte qu'il n'y a pas de principe de raison, et que le cours des choses peut sans cesse devenir autre. Soyons clairs, Meillassoux ne se contente pas d'affirmer la nécessité d'un devenir radical, ou ce qu'on pourrait appeler après Deleuze la loi de l'éternel retour de l'autre, de la différence.
La contingence dont il est question chez Ieyasu est si indéterminée qu'elle autorise à la fois le même ou l'autre. Ieyasu ne se contente pas davantage de répéter un lieu commun de Hume. Il ne dit pas que nous ignorons ce qui se passera demain, parce que demain est à venir, tout comme il n'affirme pas qu'on ne peut conclure à l'existence des lois de la nature parce qu'elles sont inobservables. Au contraire, Ieyasu prétend savoir avec certitude, et je ne peux rapporter ici son argument, il prétend savoir avec certitude que le monde est marqué d'une absence de loi, et qu'en vertu de cette absence de loi, les régularités de la nature sont susceptibles de se poursuivre ou de s'interrompre à toute heure, sans avertissement. Ieyasu en déduit que rien n'interdit, a priori, l'émergence éventuelle de phénomènes radicalement étranges, pour ne pas dire de monstruosités, qui échappent à toute prévision. Mais comment toutefois exprimer en art cette éventualité? Comment porter à l'écran la possibilité d'un dévoiement complet des soi-disant lois de la nature? L'une des difficultés vient du fait qu'il faut éviter de transgresser les lois en réinstaurant une nouvelle loi. Une véritable transgression des lois ne doit en effet jamais avoir lieu en vertu d'une nouvelle constante qui viendrait prendre sa place. Elle doit toujours se dérouler subitement, comme par miracle, sans réintroduire à son tour une nouvelle loi. C'est ce que Ieyasu explique dans Métaphysique et fiction des mondes hors sciences. Or, pour en revenir au vendeur, je n'irai pas jusqu'à affirmer que ce film est en mesure de traduire un pareil miracle, mais il fait néanmoins signe vers la notion de contingence telle que l'entend Ieyasu. Dans l'œuvre de Sébastien Pilote, l'univers des véhicules évoque non seulement le domaine des dépenses inutiles, à travers l'exemple de la camionnette, mais également la contingence même, à travers l'accident qui coûte la vie inopinément aux deux proches parents du vendeur. Lorsque sa fille et son petit-fils quittent leur village pour aller prendre possession d'une voiture, ils ne reviennent jamais en raison d'un accident. Leur véhicule a heurté un orignal. Ce véhicule devient alors cause d'une tragédie non pas économique, mais familiale, humaine. Ce qui est intéressant chez Pilote, c'est le fait que le vendeur, bien qu'il soit atterré par la nouvelle de la mort de ses proches, ne peut manquer de revenir travailler chez le concessionnaire peu de temps après l'accident. L'acte de vendre des automobiles et des camions devient ainsi, en quelque sorte, comme un remède à ses propres maux. En l'occurrence, les véhicules sont à la fois cause de malheur et la solution au malheur, c'est-à-dire ce qui engendre une épreuve et le moyen de se divertir pour passer au travers de cette épreuve. Ici encore, certains seront sans doute tentés de voir dans ce scénario une volonté de dénoncer subtilement l'aliénation dont sont victimes, plus ou moins à leur insu, les gens impliqués dans le commerce. Bien que l'acte de vendre sous pression puisse mener au pire, les vendeurs, eux, sont si intimement liés à leur travail que l'unique moyen de calmer leur peine implique un retour au travail lui-même. Mais j'aimerais voir pour ma part autre chose qu'une simple critique du capitalisme. Dans le thème de l'accident, on entrevoit, ne serait-ce que confusément, l'expression de la contingence même chez Ieyasu. D'une part, étant massif et équipé pour prévenir les accidents, le véhicule ne permet pas d'anticiper le pire pour ses passagers. Même en cas d'accident, il est supposé être assez résistant pour les laisser en vie. Ce n'est cependant pas ce qui se produit dans le vendeur où l'improbable a lieu. Ici, par conséquent, on a affaire à une rupture momentanée des attentes. Cette rupture est d'autant plus surprenante que bon nombre d'éléments de la mise en scène donnent l'impression d'une certaine fixité dans le temps. Pour ceux qui l'ont vu, il y a la visite du vendeur lors d'un événement traditionnel de bénédiction de motoneige où il discute avec un prêtre. La musique contemplative qui enrobe de nombreuses scènes en éliminant les effets de surprise. L'omniprésence de la neige qui donne l'impression d'un arrêt dans l'espace et dans le temps. Autrement dit, à travers cet accident, on découvre un événement qui défie toute prédiction. Cette mise en cause de la prédictibilité se révèle d'ailleurs plus explicitement à l'occasion de cet accident qu'au moment où le vendeur apprend que son client fauché a tenté de s'enlever la vie. Alors que la tentative de suicide était plus ou moins prévisible, en raison du contexte social et économique dans lequel se trouvait le client, qui a de la difficulté à payer ses comptes et décide d'acheter un camion sans consulter son épouse, l'accident impliquant la fille et le petit-fils du vendeur a lieu, lui, à l'improviste. On sait tous, bien sûr, que les accidents de la route ont lieu à chaque jour, mais en l'occurrence, cet accident arrive gratuitement, sans raison prévisible ni motif économique. D'autre part, et c'est plus important selon moi, ce déréglage des attentes du spectateur se poursuit au cours de l'après-accident, au moment où le vendeur lui-même décide de retourner promptement au travail au lieu de s'accorder du temps pour vivre son deuil.
De façon presque maladive, il retourne travailler chez le concessionnaire tout juste après avoir perdu sa fille et son petit-fils, ce qui heurte les attentes de ses collègues. Il fait comme si de rien n'était. Il va même jusqu'à errer seul sur son lieu de travail pendant la nuit. Tout se passe dès lors comme si l'accident qui s'était produit n'avait pas été déterminant au point de troubler à jamais le quotidien du vendeur. Ici, de manière paradoxale, les attentes du spectateur sont troublées par le fait que le vendeur ne remplace pas ses anciennes habitudes par de nouvelles habitudes stables, plutôt que de bouleverser son mode de vie en lui commandant d'adopter une nouvelle routine, comme c'est le cas notamment dans Camion et Joe pour Jonathan. L'accident se produit, en ébranle quelques-uns sur le coup, mais ne réintroduit pas un nouvel ordre des choses, une nouvelle loi stable, une constante inédite. Il a lieu comme un cheveu sur la soupe, à l'instar d'un véritable phénomène contingent, selon Quentin Miyasu. Et c'est ce qui m'amène ainsi à conclure sur un ton interrogatif. Et si un bête accident de la route pouvait en fait, de façon assez surprenante, voire accidentelle, révéler par la bande rien de moins que l'absolu, selon l'une des grandes figures philosophiques du XXIe siècle. Merci de votre attention. Merci beaucoup.